Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des relations humaines. Et donc, avant de parler des relations humaines, je vais vous expliquer un peu qui je suis quand même. Donc, moi, c'est Marie Vaugoyau. Je suis analyste de données et formatrice indépendante au langage R. Donc, en fait, R, qu'est-ce que c'est? C'est un langage open source de programmation développé par et pour des statisticiennes et statisticiens pour pouvoir faire de l'analyse de données. Et donc, en fait, je suis spécialisée en R parce que j'ai fait de la recherche publique en écologie. Et en écologie, on utilise beaucoup R. C'est un langage que j'ai beaucoup aimé et que, du coup, j'ai continué à programmer. Et plus ça va, plus moi, je fais de recherche et plus je fais de langage R jusqu'à devenir, du coup, indépendante. Quand je ne suis pas en mission, en fait, j'aime beaucoup partager mes connaissances statistiques, R. Et du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Langage R et statistique » aux éditions ENI. Je rédige aussi pas très régulièrement une newsletter qui s'appelle Aime les stats, je vais vous en parler un petit peu, et un blog qui s'appelle Statistique et R. Et surtout, ce que je fais de manière plus régulière, c'est des directs sur Twitch pour parler d'une techno de R, que ce soit un package, une analyse stat ou ce genre de choses. C'est toujours lié à R. Entrez, il reste de la place, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est de comment les relations humaines ont changé mon parcours professionnel et comment ça m'a amené à écrire un livre, comment ça m'a amené à réaliser des cours en ligne sur R. Alors c'est très R, hein, je fais beaucoup ça. Rédiger un guide des bonnes pratiques et puis présenter lors de congrès. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en fait l'année dernière, dans la même salle, quasiment à la même heure, j'ai présenté une conférence sur l'honnêteté dans la visualisation des données. Voilà. Et puis du coup, je vais vous parler des autres conférences que j'ai faites. Donc on va commencer par écrire, le fait d'écrire le livre R, langage R et statistique. Alors ça, c'est franchement un très gros coup de poker. Le 18 février 2021, Aline, qui est ici, là, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une Nantaise et qui est à l'origine du Salon de la Data, il y a très longtemps, elle m'envoie ce mail. Ok, coucou Marie, bon, tout va bien jusque-là. Suite à la publication de l'événement, j'ai été contactée par une amie qui voudrait te rencontrer pour échanger, pour savoir si tu voudrais écrire un livre. Moi, écrire un livre sur R, sérieusement? Ma première réaction, non, c'est pas moi. Non et non. Ok. Et puis, j'en ai un peu parlé à Aline, quand même, un petit peu beaucoup. Et puis, au final, il est là. Il a été publié. Alors, c'est grosso modo 3 mois de travail répartis sur 10 mois en tout. C'est à peu près 2 000 € bruts. Donc, voilà, on ne devient pas riche en écrivant un livre. Inutile d'essayer de le faire. Par contre, c'est à peu près 500 exemplaires vendus depuis septembre 2022. Et surtout, ce qui m'intéresse moi, le remboursement des frais liés à des congrès. Et entre autres, ça m'a permis d'aller à des congrès qui étaient un peu loin et de ne pas peser sur mes finances. Ok, c'est bien beau, mais comment Aline s'est retrouvée à me proposer, ou plutôt comment Aline s'est retrouvée à faire une passerelle comme ça? Et bien en fait, Aline, je l'ai rencontrée en 2019 lors d'un congrès. Voilà, c'est bien, la boucle est bouclée. Donc, User, c'est un congrès qui est spécialiste pour les utilisatrices et utilisateurs de R. Et en fait, j'ai rencontré Aline parce que j'ai forcé la rencontre. Donc quand je faisais de la recherche, quand j'étais chercheuse, je détestais rencontrer les gens. Je m'obligeais à faire des présentations en congrès, mais ce n'était pas mon kiff. Et surtout, parler à des gens, c'était très dur. Et il y a une chercheuse qui m'a dit un jour, écoute, on ne fait jamais de recherche tout seul, et il faut accepter d'aller vers les autres. Donc quand tu es en congrès, c'est là que tu peux faire des recherches avec d'autres labos. Et donc il faut que tu te forces. Ok, c'est bien, super. Elle m'a dit, parle à 5 personnes différentes par jour de congrès. Alors 5, je ne vais pas vous le cacher, je ne l'ai jamais fait. Moi, je me suis posée comme hypothèse 3. Je me suis dit, si j'arrive à parler à 3 personnes différentes que je ne connais pas par jour de congrès, c'est déjà pas mal. Et quand j'arrive, j'étais très fière. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, mais au début, c'était très dur. Au début, j'ai commencé par 1, et puis après, j'ai augmenté.
Et en fait, c'est dur de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Donc on veut parler aux gens qui sont à côté de nous, c'est un peu plus facile. Puis des fois, en fait, on peut faire des listes de personnes qui nous intéressent et qu'on veut absolument rencontrer. Et Marilyn, je vous donne dans le mille, elle était dans les personnes que je voulais rencontrer. Et donc, avant le user, ou le premier jour de user, en fait, je lui ai envoyé un message en lui disant « On ne se connaît pas, mais j'aimerais bien te rencontrer et j'aimerais bien discuter avec toi. » Elle me dit « Bah ouais ». Et du coup, on a passé 3 jours ensemble, à boire des bières, entre autres, à discuter, beaucoup. Et du coup, ça a amené plein de projets et ça a totalement changé ma carrière pour plein d'autres raisons. Je ne vais pas tout détailler, mais du coup, sachez que c'est l'une des investigatrices du fait que je suis indépendante maintenant et de certaines missions que j'ai eues. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent R, peut-être que les visages, vous les connaîtrez, mais voilà. En fait, quand je vais à un congrès, je réfléchis aux gens à qui j'ai envie de parler. Je leur envoie des messages et je me force à parler au moins à 3 personnes que je ne connaissais pas avant. Parler avec 3 personnes, ça veut dire vraiment parler. C'est-à-dire, ce n'est pas juste demander le sel à table, hein. C'est demander à la personne d'où elle vient, ce qu'elle fait, sur quoi elle travaille, comment ça peut se faire, et puis discuter pour de vrai. Ça implique forcément de se présenter à un moment donné et d'expliquer ce que nous on fait et d'où on vient, mais c'est toujours très enrichissant. Et donc moi, quand je fais une liste de personnes, donc je fais une liste de personnes, de gens qui m'inspirent. C'est des personnes dont j'ai vu les posts sur LinkedIn ou des personnes dont j'ai vu les posts sur la Slack de Greux. Donc la Slack de Greux, c'est une Slack spécialisée en langage R, mais il existe plein d'autres sources où on peut voir des gens qui nous inspirent et espérer les rencontrer un jour. Donc ça, c'est pour la première étape. Donc en congrès, c'est bien d'aller vers les autres. Deuxième étape, je vais vous parler des cours que j'ai donnés sur Open Classroom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Open Classroom, c'est une école numérique qui forme, qui a plein de formations, plein de formations, et dont tous les diplômes sont validés par l'État. Et en fait, Open Classroom, tous les cours qui sont disponibles dessus sont disponibles gratuitement. Donc n'importe qui peut aller suivre les cours. Il y a juste besoin de se créer un compte qui est gratuit lui aussi. Et en fait, vous pouvez assister aux cours et tous les cours sont disponibles. Ok. Donc comment j'en suis venue à faire des cours sur Open Classroom? Ils ne m'ont pas du tout contacté en premier. Hein. Pourtant, je suis mentor chez eux depuis très longtemps. Mais en fait, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont mis une annonce sur Slack en disant qu'ils recherchaient des gens pour créer des cours sur Open Classroom. Ok, cool. Sauf que, alors j'ai pas mis la date, j'aurais pu, c'était un mercredi. Il faut savoir que moi j'ai 2 enfants et le mercredi je travaille pas. Donc de toute façon, j'aurais pas vu ce message. Malgré ça, j'ai quand même réalisé ces 2 cours. Alors du coup, comment ça s'est venu? En fait, j'ai été taguée par 2 autres personnes. La première, Nicolas, là, qui a été très réactif, c'est un autre mentor avec qui j'échangeais déjà. On avait déjà échangé des étudiants quand on était en vacances l'un ou l'autre, ou échangé sur la manière de faire, et du coup, on se connaissait déjà, à distance. Je n'ai jamais rencontré en vrai, mais au moins, je n'étais pas très surprise. La deuxième personne qui m'a surprise, c'est Benjamin Marley. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a quand même tagué. Alors, pourquoi il m'a tagué? J'ai quand même demandé, parce que c'est un peu bizarre de taguer une personne qui, a priori, tu ne connais pas. Et bien, en fait, Benjamin m'a dit, j'ai vu tes posts sur LinkedIn, de parler de tes Twitch, de tes lives, et de tous les articles de blog que tu réalisais, et j'ai trouvé ça cool, et du coup, ton nom est resté dans ma tête. Ok, bon, je ne le fais pas pour ça du tout, mais du coup, je voulais vous parler du fait d'oser présenter son travail. C'est très, 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 très dur de présenter son travail, surtout quand on parle de lignes de code. Les lignes de code, il y a toujours quelqu'un qui codera vachement mieux que nous, vachement plus vite, plus beau. Et en fait, ce n'est pas un drame. Présenter son travail, c'est important. Présenter son travail, c'est important parce qu'en fait, s'il n'y a que les gens qui sont très fiers d'eux qui présentent sur Internet, à la fin, il n'y a que des gens qui sont très fiers qui sont là. Alors que si on ose de temps en temps présenter son travail qui n'est pas nécessairement abouti, qui n'est pas nécessairement très fini, qui n'est pas parfait, mais on le présente quand même, et d'une, ça permet d'autres relations, et de 2, et ben en fait, on s'améliore au fur et à mesure, et en ayant des commentaires et des retours sur son code, on peut progresser soi-même. Donc comment j'ai commencé? Moi, j'ai commencé il y a longtemps, en 2018,
qui était la première période où j'étais freelance, indépendante, on m'a dit « il faut que tu fasses un blog ». Très très bon élève, j'ai fait un blog. Ok. Le blog, je l'ai commencé en 2018, je l'ai mis à jour l'année dernière avec Quarto. Alors ça c'est une manière de coder, enfin c'est un logiciel autre. Et du coup, j'ai eu une seule relation via le blog. Mais c'est pas grave, il existe quand même, il y a des articles. En vrai, j'utilise surtout comme site d'archives pour le code que je présente sur Twitch. Bon, c'est pas grave, mais ça n'empêche que j'ai eu quand même des contacts. Et surtout, comme des fois je pose des articles, je m'oblige à les mettre sur LinkedIn. Et ça marche mieux. Et surtout, ce qui marche le mieux, pour moi en tout cas, ce sont les lives sur Twitch. Pourquoi les lives sur Twitch? En fait, je vous l'ai dit, moi je ne suis pas super à l'aise de montrer mon code, ça me fait un peu peur. Mais par contre, pourquoi ça me fait peur? Parce que à chaque fois qu'on voit une vidéo de code, forcément il est parfait. La personne ne va pas tourner une vidéo en faisant des erreurs, la plupart du temps. Ou en tout cas, quand elle a fait des erreurs de code, elle retourne la partie où il y a des erreurs. Quand on est en live, on n'a pas le choix, en fait. Et du coup, pour toutes les personnes qui m'ont déjà vu en live, elles ont remarqué que, et d'une, je suis dyslexique, donc j'inverse souvent, très souvent les lettres. Et de deux, ça m'arrive de faire des erreurs. Et en fait, cette capacité à montrer que tout le monde fait des erreurs, ça fait 15 ans que je code en R et je fais toujours les mêmes erreurs, ça rassure certaines personnes et du coup, ça me permet d'avoir d'autres contacts. Donc sur Twitch, j'essaye de faire un live par mois pour parler d'une méthode stat, d'un package ou d'un outil qui est lié à R, parce que R, c'est vraiment ce sur quoi je travaille, mais du coup, c'est mon cœur de métier. Mais principalement stat, du coup. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien beau de parler sur LinkedIn, mais il y a des gens qui connaissaient mes lives, mais qui n'utilisaient pas du tout LinkedIn, et qui m'envoyaient des mails après coup me disant « Ah, j'ai encore loupé ton live ». Okay. Donc comme j'ai eu cette réaction assez régulièrement au début, j'ai commencé à rédiger une newsletter. Le but de la newsletter était juste de dire « Attention, je vais faire un live, et je vous envoie le support du live ». Voilà, c'est le but. Mais c'est très dur, en fait, d'écrire. C'est très dur de prendre du temps et de bloquer du temps en disant moi, je vais vous dire que je fais un truc. Et donc, pour écrire ma newsletter, j'ai 2 trucs. La première chose, c'est que je commence à écrire une newsletter quand j'ai quelque chose à partager, donc c'est-à-dire un live, une conf ou ce genre de choses, et qu'en plus, j'ai une lecture. Je lis énormément et j'ai une lecture que je veux partager. Un livre que j'ai trouvé absolument génial et qu'il faut que d'autres personnes lisent. Et j'arrive à cliquer sur le bouton « Envoyer » en parlant d'une autre personne. Donc, dans chacune des newsletters, en fait, il y a globalement la présentation d'un live ou d'un congrès que je vais faire, ou une nouveauté quelconque, et surtout une référence de livre et une référence d'une autre personne. Et ça, maintenant, j'arrive, et je suis assez contente parce que c'était pas du tout... c'était un gros challenge pour moi. Et ce qui m'a aidé dans tout ça, pour oser présenter mon travail, c'est la lecture de ce livre-là, « Montrez votre travail » d'Austin Kleon. Il existe en anglais, et puis il en a écrit d'autres. Austin Kleon est un artiste américain qui publie énormément. Et en fait, montrer votre travail, il m'a complètement décomplexée sur le fait de partager ce que je réalisais. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, j'utilisais plein de ressources et plein d'articles de blog, plein de documents, de personnes qui n'étaient pas nécessairement plus douées que moi et qui osaient, elles, montrer. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre comme ça. Bon, la lecture seule du livre ne suffit pas. En fait, toutes les semaines, je reçois aussi les persos de Maud. Donc, Maud Alavaes est une personne qui écrit beaucoup et entre autres, qui a écrit sur LinkedIn pour encourager les gens à prendre la parole, leur expliquer comment communiquer sur LinkedIn. Donc, c'est principalement sur LinkedIn. Mais du coup, j'aime beaucoup sa newsletter. Elle est très rythmée. Et en fait, elle a beaucoup d'introspection. Donc, c'est assez sympa à lire. Ça prend pas très longtemps. Et du coup, ça me permet d'avoir des billes et de me dire de temps en temps, quand j'ai un très gros syndrome de l'imposteur qui se développe encore à nouveau, et de me dire non, c'est bon, zen, ça va aller, c'est pas grave. Au pire, il y a juste personne qui la lira. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, donc présenter en congrès. Alors, présenter en congrès, quand j'étais dans la recherche, quand j'étais chercheuse, j'avais pas le choix, parce que pour obtenir certaines bourses, on n'a pas le choix. Pour obtenir sa thèse, on n'a pas le choix. Il faut nécessairement présenter en congrès. C'est pas ma tasse de thé.
c'est pas ce que je préfère du tout. Mais bon, présenter en congrès, quand on est invité, c'est super facile, en vrai. On a juste à y aller, à préparer, et puis à le faire. Super facile, ou presque. Donc là, ce congrès-là, c'était un congrès à Bordeaux l'année dernière, et en fait, j'ai été invitée pour animer un atelier sur l'analyse de données. Et si j'ai été invitée pour animer cet atelier sur l'analyse de données, c'est parce que la personne m'a contactée sur LinkedIn pour venir donner des cours dans son université. Donc c'était l'université d'Angers, il était responsable d'un master. Et du coup, je suis venue pour donner des cours en data science. Et on a discuté, encore une fois, autour d'une bière comme d'habitude. Avec moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Et hop, à la fin, il me fait « Ah, écoute, j'aimerais bien que tu animes un atelier parce que c'est cool ta manière de voir les données. » Ok, bon, bah, j'ai animé un atelier et je suis ravie parce que l'atelier, c'était celui où il y avait le plus de monde. Et du coup, j'ai quand même osé le faire. J'ai parlé pendant 4 heures, c'était long, mais c'était quand même chouette. Et il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement d'appétence pour la programmation, mais qui ont quand même testé. Et donc ça, c'est quand même chouette. Mais bon, en vrai, dans la plupart des cas, c'est très rare d'être invité. Sur toutes les conférences que j'ai faites ces dernières années, c'est la seule. Toutes les autres, j'ai dû proposer mon sujet. Alors, ne pas avoir le choix. Pourquoi j'ai marqué ne pas avoir le choix? Donc ça fait rapport tout à l'heure que je vous ai dit que les éditions ENI me payaient le déplacement des conférences et ce genre de choses. En fait, là, je voulais aller aux rencontres R. Donc les rencontres R, c'est un salon spécifique pour les personnes qui programment en R. Et en fait, l'année dernière, il était à Avignon. Alors moi, je suis dans l'Ouest, je suis à côté d'Angers, en pleine campagne. Et Avignon, ça me fait traverser la France. C'est une bonne facture sur mon compte. Et quand on est indépendant, c'est pas super le pied. Donc j'ai demandé aux éditions ENI si par hasard ils voulaient pas me payer. Et ils m'ont dit oui, pas de problème, mais tu présentes. Bof. Donc, pas le choix. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien présenter, qu'est-ce que je pourrais présenter. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une conférence accessible sur où est-ce qu'on peut trouver de l'aide quand on programme en R et qu'on est tout débutant. Et du coup, c'était cool, j'ai pu donner ma conférence et j'étais plutôt contente de moi. Voilà. L'autre possibilité, c'est l'année dernière, c'est d'avoir envie de partager sur un sujet. Alors, donc l'année dernière, Nantes, c'est pas loin de chez moi, je peux y venir en train, ça me coûte pas très cher, donc là, j'avais pas besoin des éditions ENI, et j'avais pas non plus besoin en vrai de présenter. Mais sauf que quand j'ai proposé des sujets aux rencontres R, il y a un sujet qui m'intéressait énormément, qui était l'honnêteté dans la visualisation. Et en fait, ce sujet a été refusé. Et ça m'embêtait parce que c'était vraiment un sujet que j'avais très envie de présenter. Et quand j'ai réfléchi, j'ai pris du recul, je me disais, je pourrais peut-être le présenter à Nantes, au Salon de la Data, pourquoi pas. Et donc, j'ai envoyé le sujet à Nantes. Oula, c'est bon ça. Et donc, en fait, au départ, le premier sujet que j'avais proposé aux rencontres R qui a été refusé, c'est l'importance de l'honnêteté dans la visualisation des données. Donc, j'avais écrit un texte très basique pour expliquer ce que je voulais faire. Et comme ce sujet avait été refusé, et que je sais très bien que le Salon de la Data ici, ils aiment bien les sujets un peu plus punchy, qui brillent un peu plus, et j'ai demandé à ChatGPT de me le réécrire. Et c'est une bonne idée, parce que ChatGPT, en fait, c'est un très bon reformulateur. C'est une bonne idée, mais moi, je n'aurais pas eu toute seule cette idée, en fait. Et j'ai hésité très longtemps. Je me suis dit, comment je fais? Et donc, j'ai demandé à des amis sur LinkedIn, je vais vous montrer après le groupe, je leur ai demandé, mais comment je peux faire pour faire passer un sujet qui n'est pas dans le domaine facilement? Et il y en a une qui m'a dit, tu sais, moi, tous mes textes de conf, tous mes titres, je les remanie par ChatGPT. Ouais, pourquoi pas? Donc j'ai demandé à ChatGPT en lui disant, écoute, tu veux bien me remanier ça, mais en mettant un peu plus d'allant, un peu plus de magie, un peu plus... Et effectivement, ça a donné quelque chose du genre, quelque chose qui est finalement plutôt bien passé, donc qui est manipuler les données avec style, l'art subtil de la visualisation trompeuse. Je n'aurais jamais trouvé ce titre toute seule, et j'en suis très honnête là-dessus. Mais j'en étais tellement mal l'an dernier de présenter sous ce titre que j'ai commencé ma présentation en disant que j'étais une impostrice, ce qui est un peu vrai. Et en expliquant que je n'allais pas mettre de magie dans les yeux et que j'étais très terre à terre de ce point de vue-là, mais qu'au moins, il y avait beaucoup de monde, il y a plein de gens qui sont restés. En fait, tout le monde est resté.
Donc c'était plutôt pas mal pour moi. Donc reformuler avec ChatGPT, c'est une idée qui est bien, mais des fois ça marche pas, ça suffit pas. Et cette année, je voulais présenter, des fois j'ai un peu des objectifs, je vais absolument présenter sur un sujet même quand c'est pas la bonne idée. Et donc je voulais me présenter au Rencontre R, donc il y a à nouveau un congrès qui est très technique sur R. Je voulais présenter un sujet très humain, qui est en fait le sujet que je vous présente aujourd'hui. Et au Rencontre R, je savais là que ça allait pas du tout passer. Et donc j'ai demandé à Maëlle Salmon, qui est une très grande amie, qui a fait partie des comités de sélection des sujets. Et en fait, elle m'a aidé à reformuler mon sujet pour qu'il passe au Rencontre R. Et effectivement, j'ai eu la chance de le présenter au Rencontre R cette année, et j'en suis très contente. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une base à vous présenter aujourd'hui, parce que j'ai été prévenue un petit peu tard que je vous présentais un truc aujourd'hui. Donc voilà. Bon, c'est bien les relations humaines, ça permet de faire commencer des projets, mais en fait, c'est pas que au début des projets que ça va intervenir. Les relations humaines, ça va intervenir tout au long des projets, et entre autres, quand on a besoin d'aide. Donc là, cette capture d'écran, elle vient de la Slack Greux. Donc la Slack Greux, c'est une Slack qui est spécialisée, qui est destinée aux utilisatrices et utilisateurs du langage R, francophone uniquement, donc francophone de tous les pays. Et ça permet de trouver très facilement de l'aide quand on est bloqué avec du code R. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider, qui aident gentiment. Et du coup, il y a quelques temps, j'ai été bloquée avec Quarto. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais bloquée. Et je ne voyais pas comment faire. Donc, c'est-à-dire qu'avant de demander de l'aide, moi, j'ai quand même passé une demi-journée dessus, à me prendre la tête. Et puis, j'ai fini par faire un exemple reproductible et mettre un message en disant « Au secours, j'y arrive plus ». Et en fait, il y a Christian, qui est quelqu'un qui bosse pour Posit, qui est une entreprise, entre autres, qui a créé Quarto. Enfin, qui est l'entreprise qui a créé Quarto. Et en fait, Christian a participé au développement de Quarto. Et Christian m'a très gentiment répondu qu'en fait, ce n'était pas de ma faute, c'était un gros bug. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de résoudre un bug de Quarto, c'est pas grave. Et du coup, ils n'auraient jamais réussi à le trouver si je n'avais pas remonté l'information. Par contre, moi, j'aurais jamais osé aller poser l'erreur directement sur la plateforme de Quarto. J'ai plutôt demandé à d'autres personnes de m'aider, et en fait, c'est une des personnes qui est venue m'aider. Donc comme quoi, demander de l'aide, c'est toujours important, mais il faut savoir le faire bien. Et donc comment on peut réussir à demander de l'aide? Mais en fait, personne n'est dans sa tête. Les gens, ils aident toujours de manière gentille et bénévole, mais personne n'est à votre place. Et donc, quelle que soit l'aide dont vous avez besoin, il faut nécessairement commencer par donner un contexte et une finalité. Réaliser un exemple reproductible, donc c'est-à-dire qu'on ne communique pas ses données, on nie son erreur, ni son bug tel quel, mais on va essayer de le reproduire sur des données, ou un jeu de données, ou un fichier qui est disponible pour tout le monde. Et moi, dans 80% des cas, reproduire l'erreur avec un exemple reproductible, ça me permet de la débloquer. Et puis, bien sûr, à la fin, on pense à remercier. Et quand on est tout seul, quand on est isolé comme moi, qui suis indépendante, je ne peux pas demander à mes collègues, il faut que je trouve d'autres solutions pour demander de l'aide. Donc, où est-ce que je vais demander de l'aide? Je vais aller demander de l'aide sur des Discord ou des forums spécifiques. Donc, par exemple, il y a les forums de l'INSEE qui sont disponibles. Il y a plein de Discord et de Slack aussi qui sont disponibles. Il y a aussi des groupes de sujets, qui sont des groupes de discussion sur développer.net, sur tous ces sites-là où vous trouverez des technos ou des sujets en particulier. Et en fait, avoir des relations, avoir des gens qui vous donnent leur retour, la plupart du temps, ça permet de débloquer. Et puis, des fois, quand on est sur des projets, c'est dur de rester concentré, de rester motivé, et puis avoir des relations avec des personnes qui sont parfois très loin, ça permet de se sentir moins seul. Et du coup, je vous parlais de LinkedIn tout à l'heure. Donc sur LinkedIn, moi j'ai un groupe de personnes avec qui je communique très régulièrement. Et en fait, quand j'ai des soucis, je leur en parle. La dernière fois, je me suis fait embêter sur LinkedIn. Il y a une personne qui m'a envoyé un message pas très... Enfin, je pense qu'il pensait que son message était cool. Moi, il m'a complètement mis mal à l'aise. Et du coup, je leur ai demandé leur retour. Et ils m'ont dit qu'elles aussi, ça leur arrivait. Donc je me sentais beaucoup moins seule au moins. Et puis du coup, Cara Thompson, qui est une très grosse, qui est une personne qui fait beaucoup de data viz, qui communique énormément sur la data viz. Et en fait, on a discuté et elle a un très gros syndrome de l'imposteur qui se voit absolument pas. Elle fait des trucs de fou. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son site web. Il y a vraiment des trucs géniaux dessus.
Et en fait, de discuter, ça lui a fait du bien et s'est senti plus à l'aise pour pouvoir faire sa présentation. Donc, on a toujours l'impression d'être isolé, d'être seul, d'être le plus nul des gens et de ne pas oser le dire. Mais en fait, on est quasiment tous dans ce cas-là. Alors, bien sûr, il y a des gens très très fiers d'eux, hein, on va s'en cacher. Mais la plupart du temps, surtout quand on est bloqué, ça aide d'avoir d'autres personnes à côté pour nous dire « prends du recul, c'est pas grave, si ça se trouve, il y a autre chose qui va se passer ou c'est pas de ta faute, ça arrive ». Et puis des fois, en tout cas moi dans mon rôle d'indépendante, j'ai pas trop le choix. Je fais très très peu de pub et puis j'aime pas ça, faire de la pub. Et du coup, la plupart, 95% de mes contrats, c'est que des recommandations. Et en fait, recommandations, par exemple, je vous parlais de mon premier blog en 2018. La seule personne qui m'a contactée sur mon blog suite à un article que j'ai publié, c'est Claire Della Vedova, qui a un très 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 gros blog d'articles sur des statistiques et du langage R, qui fait énormément de didactique pour les débutants en R et même pour les confirmés. Son blog, il est super bien conçu et quand elle m'a écrit un mail en 2018, j'étais juste super fière et super contente. Et depuis, on communique plus ou moins régulièrement par mail et on se fait des visios. Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais ça n'empêche que quand elle a des missions en trop, quand elle a des choses qu'elle ne veut pas faire, du coup, elle peut me donner mon nom. Et ça me permet, du coup, entre autres, l'année dernière, j'ai réalisé un guide des bonnes pratiques pour RTE. C'est un projet que je ne me serais jamais vu faire tout seul, mais qui m'a permis quand même d'aller au-delà de mes doutes. Et j'étais très, très contente de l'avoir rédigé. Il y a plein de choses dedans. Donc, je suis contente. Donc, je vous dis que c'est bien les relations humaines. Mais du coup, j'ai essayé de rassembler un peu, de me dire que c'est bien de dire qu'il faut en faire des relations humaines, mais c'est parfois un peu dur de les commencer et de les entretenir. Alors, quels sont les conseils qui, pour moi, ont fonctionné ? Et du coup, n'hésitez pas à la fin de la présentation à donner les vôtres, si vous en avez qui marchent. Je pense que tout le monde est preneur dans ce cas-là. Donc quand on est à des congrès spécifiques ou non, alors spécifiques ou non, j'ai mis le salon de la data et de l'IA d'aujourd'hui, les rencontres R. Ce sont des congrès, du coup, non spécifiques et spécifiques. Et en fait, lors de ces congrès, on ne touche pas du tout les mêmes personnes. On ne touche pas les mêmes personnes, et puis du coup, on peut aussi se dire que quand on fait des rencontres locales, ça change. On a des gens qui sont plus proches de nous, peut-être plus loin dans le domaine, mais plus proches géographiquement, et ça peut faire de l'aide. En matière d'aide aussi, de personnes à proximité, à Nantes, il y a une énorme chance, il y a beaucoup de meet-up. Et entre autres, il y a le meet-up de DataVis de Nantes, qui est géré par Lynn en ce moment. Pareil, une personne très intéressante qui fait énormément de DataVis, super cool. Et du coup, qui propose des rencontres en distanciel et en présentiel. Et surtout, il y a un système de discussion de projets en cours et de projets à problème. Donc c'est assez cool pour ça. Et du coup, il y a aussi le groupe de freelance Nantes qui se rencontre régulièrement pour discuter des problèmes associés aux indépendants. En distanciel, pour faire du lien, donc il y a tout ce qui est plateforme de réseaux sociaux, LinkedIn, Slack, les Discord professionnels. Et du coup, je vous en ai mis deux, les Slack de Greux et les R Ladies, qui sont deux organismes qui sont liés au langage de programmation R. Mais en fait, il en existe plein d'autres. Et entre autres, si vous codez en Python, il y a les Py Ladies qui existent, qui sont très bien. Et il y en a plein d'autres, je ne peux pas tous les connaître. Donc, comment aller vers les autres quand on est en présentiel ? Un point super facile, en fait, c'est quand on fait une présentation. Quand on fait une présentation, de base, vous êtes obligé de vous mettre en avant, vous êtes obligé de vous présenter. Les gens savent qui vous êtes et du coup, ils viennent vers vous un peu plus naturellement. C'est super dur de faire une présentation. On va passer à autre chose. Il faut parler à une nouvelle personne chaque jour. Alors, je ne vais pas vous mettre de limite, je ne vais pas vous dire il faut absolument parler au moins à 4 personnes. Mettez la limite qui est en accord avec vous-même, mais essayez. À chaque jour de salon, chaque congrès, de parler au moins avec une personne que vous ne connaissez pas pour faire du lien. Et puis, vous ne savez jamais comment ça va déboucher à la fin. Et puis, quand on est en congrès, c'est le moment de rencontrer des gens qu'on n'a pas toujours la possibilité de rencontrer. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter d'avance, dire j'aimerais bien te rencontrer, est-ce que ce serait possible de discuter ? Et puis, du coup, c'est l'occasion d'échanger en vrai. Alors, sur quel sujet on échange ?
C'est facile de faire des discussions informelles, et puis des fois, les discussions informelles, elles aboutissent à des nouveaux sujets, des nouveaux projets, et ça, c'est vraiment trop cool. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir les gens pour contacter, parce que vous avez une difficulté. Imaginons, j'ai un problème de data vise, et ben je sais qu'à Nantes, il y a Florian qui pourra m'aider pour faire de la data vise, je sais qu'il y a Lynn, et du coup, aller vers ces personnes-là quand j'ai un problème de data vise, c'est facile. Et généralement, quand on est face à eux, c'est un peu plus dur de dire non. En distanciel, et ben du coup, le plus facile, comme pour les congrès, ça va être de présenter son travail. Donc on peut présenter via un post, via des réactions d'un article de blog, on peut contacter les gens via des commentaires qu'ils ont mis sur LinkedIn, sur Twitter, non pardon, sur X, je suis très vieille, Twitter. Ou la création, on peut faire la création qu'on veut, tant que ça nous permet de communiquer. Et le sujet, eh ben en fait, c'est bizarre, mais ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on adresse quand on apprend une nouvelle techno. Quand on s'oblige à se dire bah, j'apprends à faire quelque chose, typiquement j'apprends à faire cette nouvelle analyse de stats, ou j'apprends à faire ce nouveau graphe, je prends plein de renseignements et je compile tous ces renseignements dans un article de blog, dans un post LinkedIn, et ben, il y a plein d'autres personnes que ça va influencer. Échanger via les commentaires et les posts, et puis bah, aussi poser des T-Visio. Alors moi je suis une grande fan des T-Visio. L'année dernière, mon objectif c'était d'en faire un par semaine, et j'ai réussi du coup. Donc les T-Visio, c'est pareil, c'est avec des personnes que je ne connais pas. Et en fait, je les contacte en leur disant bah, ce que tu as marqué sur LinkedIn, ce que tu as marqué dans ton article de blog, bah, là, ça m'a interpellée, est-ce qu'on pourra en discuter? Du coup, je compte toujours environ 1 heure pour faire un T-Visio. Je vais commencer par me présenter réellement. Moi, quand je me présente réellement, je parle de tout ce qui s'est passé, entre autres quand j'ai commencé à développer un syndrome de l'imposteur, comment j'ai essayé de le résoudre, tout ce genre de choses, comment je me suis fait dégager d'une boîte aussi. Et puis, bah, je vais expliquer pourquoi je contacte la personne. Et puis après, je laisse l'autre parler. Alors ça, c'est parce que c'est moi qui invite. Hein. Je commence et la personne écoute, et après, elle parle. En fait, de s'obliger à se présenter réellement, d'être honnête, et ben, ça amène l'autre aussi à être honnête et à se présenter et à parler plus librement. Et du coup, il ne faut pas hésiter à écouter, s'arrêter, noter, et puis relancer la personne éventuellement. Et donc, c'est très très bien de réussir à faire des relations humaines. Mais moi, la première, alors c'est facile, je travaille 95% de mon temps dans mon bureau toute seule, donc je suis très bien toute seule. Mais en fait, faire des relations humaines, ça peut être très fatigant. Et du coup, il faut penser de temps en temps à prendre du temps pour soi. Et moi, ce qui me permet de me détacher, de changer, de faire des nouvelles choses, bah, entre autres, c'est les lectures. Donc, je vous en parlais dans ma newsletter. En fait, à chaque newsletter, je conseille une lecture que les personnes lisent ou lisent pas, mais je suis contente quand on me réécrit en me disant hey, j'ai lu ce que tu m'as conseillé, c'est génial, ou j'ai détesté, pourquoi pas. Ça arrive. Donc je vous ai mis mes lectures préférées des derniers mois. Le sport, étant indépendante, en fait, j'avais beaucoup de mal à poser mon temps de sport, parce que je me disais ouais, c'est du perso quand même le sport. Mais en vrai, le perso, je l'alloue plus à ma famille, je l'alloue plus à faire des trucs réellement perso. Et moi, le sport, j'en ai besoin pour réfléchir et prendre du recul sur mes projets. Donc maintenant, je l'incorpore dans mon emploi du temps et je me bloque des heures pour faire du sport pendant mes heures de travail. Sortir la nature, moi j'habite en campagne, donc c'est facile. Les travaux, ouais, j'adore ça. Et puis bien sûr, m'éloigner d'un écran, c'est ce qui me permet vraiment de prendre du recul. Je finis un petit peu en avance. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, des conseils, des trucs et astuces pour aller vers les gens. Et pour ceux qui voudraient me parler, qui n'osent pas venir ici me parler, mais en fait, je vais m'installer à la table de dédicace qui est juste avant la sortie. N'hésitez pas à venir me voir, on pourra discuter. Vous êtes pas... J'ai ramené des livres pour s'il y en a qui veulent acheter, mais en soi, venez juste discuter, ce sera avec plaisir.